Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de notre podcast « Que s'est-il passé ? Une histoire d'archives ». Aujourd'hui, les étudiants du Master 2 Droit pénal européen et international de l'Université de Bordeaux et de l'UPPA nous plongent un peu plus au cœur de la mémoire du procès d'Oradour-sur-Glane. Dans les précédents épisodes, nous avons retracé le déroulement du procès de Bordeaux en 1953 en explorant les débats juridiques et les tensions qu'il a suscités. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qui a suivi ce procès, son impact sur la mémoire collective, les controverses qu'il a laissées derrière lui et la manière dont Oradour-sur-Glane est devenu un symbole du devoir de mémoire en France. Le procès terminé, une autre bataille commence, celle de la mémoire et de la réconciliation nationale. Le verdict du procès de Bordeaux, rendu en 1953, a immédiatement déclenché des protestations en Alsace. Dans tout le Haut-Rhin, un texte a été placardé par les maires dans les communes du département, exprimant leur indignation. On pouvait y lire « Nous n'acceptons pas. Toute l'Alsace se déclare solidaire avec ses 13 enfants condamnés à tort à Bordeaux et avec les 130 000 incorporés de force. Elle restera avec eux dans la peine. L'Alsace française s'élève avec véhéance contre l'incompréhension dont ses fils sont les malheureuses victimes. » Face à cette situation, les responsables politiques ont rapidement cherché une issue pour éviter une fracture nationale. Une proposition de loi visant à amnistier les Alsaciens condamnés à Bordeaux a été examinée en urgence lors de la séance parlementaire du 19 février 1953. L'amnistie est un acte législatif relevant de la compétence exclusive du Parlement. Selon l'article 133-9 du Code pénal, elle consiste à supprimer rétroactivement le caractère d'infraction à certains faits. Ainsi, la condamnation disparaît. Le but de cette loi était clair. Réconcilier, créer une mémoire commune, ne pas raviver les divisions dans une France qui tente de se reconstruire. Les négociations étaient intenses et les débats particulièrement animés, car cette amnistie ne faisait pas l'unanimité, notamment auprès des habitants du Limousin, pour qui elle représentait une injustice. On comprend à quel point ce débat était difficile. D'un côté, il y a la douleur des Alsaciens, qui ont vécu une situation unique et dramatique, et de l'autre, le besoin de justice pour les victimes d'Oradour. Trouver un équilibre entre ces deux réalités est complexe, et cette loi a forcément suscité des réactions opposées. L'amnistie, qui consiste à effacer juridiquement une condamnation, permet certes d'apaiser des tensions, mais elle peut aussi être perçue comme une négation du crime commis. Pour certains, elle renforce même la thèse négationniste. C'est toute la difficulté de cette décision. Finalement, la loi a été adoptée avec 319 voix pour, 211 contre et 83 abstentions. Elle a été promulguée dès le 20 février 1953. En Alsace, ce fut un soulagement. Mais comme vous pouvez l'imaginer, dans le Limousin, c'était une colère sourde. C'est exact. Le verdict du procès de Bordeaux en 1953 avait déclenché une immense colère en Alsace. Juger les malgré nous aux côtés des Allemands, c'était pour beaucoup les assimiler aux auteurs du massacre. Sauf Georges-René Busse, engagé volontairement, tous les Alsaciens condamnés se considéraient comme des victimes du régime nazi et non comme des criminels de guerre. Le verdict avait donc été vécu en Alsace comme une profonde injustice. La région, déjà marquée par une histoire douloureuse de changement d'appartenance nationale entre la France et l'Allemagne, avait perçu cette condamnation comme une nouvelle trahison de la part de l'État français. La loi d'amnistie votée en février 1953 a donc radicalement changé la perception des événements en Alsace. En reconnaissant officiellement les malgré nous comme des victimes plutôt que des coupables, cette loi a été bien accueillie dans la région. Elle a été perçue comme une réparation d'une erreur judiciaire et historique, permettant aux Alsaciens de se réconcilier avec l'État français après des mois de tension. Mais cette loi a provoqué une résonance bien différente dans le Limousin. Durant le procès, il était inconcevable pour les habitants de faire une distinction entre les coupables. Tous ceux qui avaient participé au massacre devaient être jugés pour crimes de guerre. Les journaux de l'époque, largement favorables aux victimes, relayaient ce besoin de justice en qualifiant les accusés de bourreaux. Mais le verdict final a suscité une immense déception dans la région. Jugé trop clément, il a été perçu comme une trahison par une grande partie de la population locale. Le journal Libération titrait alors « Un fer rouge sur la plaie d'Oradour », ajoutant que ce verdict, les Limousins l'ont ressenti comme un fer rouge appliqué sur leur plaie. Pour Pascal Plat,
historien et directeur de l'Institut international de recherche sur la conflictualité à Limoges. C'est une plaie franco-française qui ne s'est jamais vraiment refermée. Cette frustration s'est transformée en colère après l'adoption de la loi d'amnistie en 1953. Loin d'apaiser les tensions, cette décision a ravivé les blessures et provoqué une vague d'indignation dans le Limousin. Plusieurs actions symboliques ont été menées pour exprimer cette opposition. Des manifestations ont été organisées, notamment une journée du souvenir le 20 février 1953 à Paris et le 22 février à Oradour-sur-Glane. Certains survivants et familles des victimes ont renvoyé leur médaille de la Légion d'honneur ou de la Croix de guerre, refusant toute distinction venant d'un État qui, selon eux, trahissait leur mémoire. Ce sentiment d'abandon par l'État a durablement marqué la mémoire locale, faisant du massacre d'Oradour-sur-Glane non seulement un symbole de la barbarie nazie, mais aussi un exemple des tensions entre mémoire nationale et mémoire des victimes. Et au lieu de favoriser une mémoire commune, la loi d'amnistie a exacerbé les fractures, donnant lieu à une véritable guerre des mémoires. D'un côté, les Alsaciens se percevant comme victimes de l'incorporation forcée, de l'autre, les Limousins plongés dans le deuil d'un massacre qu'ils estimaient impuni. L'unité nationale semblait alors plus lointaine que jamais. En fin de compte, la loi d'amnistie de 1953 a mis à mal les efforts de mémoire qui s'étaient construits jusque-là, particulièrement dans le Limousin, où la commémoration du massacre d'Oradour-sur-Glane était encore en plein développement. C'est vrai, dès novembre 1944, sous l'impulsion du gouvernement provisoire de la République dirigé par le général de Gaulle, le village martyr d'Oradour-sur-Glane est classé et les ruines conservées comme un symbole d'une France blessée par l'occupation allemande. Un nouveau village est prévu à proximité, mais la sanctuarisation des ruines en fait un lieu à la fois de mémoire et de résistance. Pour Fabrice Grénard, historien et directeur scientifique de la Fondation de la Résistance, on a une preuve à ciel ouvert de ce qu'a été le plus grand massacre de civils sur le front de l'Ouest par une unité allemande sur le terrain et 642 victimes. En mars 1945, De Gaulle, lors de sa visite à Oradour, a souligné la portée symbolique de ce lieu. Un lieu comme celui-là reste une chose commune à tous, une chose où tout le monde reconnaît le malheur commun, la volonté commune et l'espérance commune. Il y a aussi eu des démarches concrètes pour préserver la mémoire des victimes. Le 11 mars 1945, l'Association nationale des familles des martyrs d'Oradour-sur-Glane est créée, jouant un rôle crucial dans la préservation de cette mémoire. L'association est un acteur fondamental dans la lutte pour que le massacre ne soit pas oublié. La loi du 10 mai 1946 a officialisé la classification du village parmi les monuments historiques, assurant sa préservation et le rendant propriété de l'État, géré par le ministère de la Culture. Ce geste symbolique renforce l'importance du lieu de mémoire dans la construction de la mémoire collective française. Oui, mais de 1953, année à laquelle la loi d'amnistie a été promulguée, à 1974, l'association décide de commémorer seule le 10 juin, excluant ainsi les autorités françaises de cette cérémonie symbolique. C'est un symbole du fossé qui s'est creusé entre la mémoire des victimes et celle portée par l'État. D'ailleurs, pendant des années, les noms des députés ayant voté l'amnistie ont été affichés sur un ossuaire édifié à l'initiative de l'association. Ce n'était pas seulement un acte de mémoire, mais un acte de résistance. Cependant, cette fracture a peu à peu laissé place à une réconciliation. Dès 1974, un rapprochement s'opère entre le Conseil général de la Haute-Vienne, l'Association nationale des familles des martyrs d'Oradour-sur-Glane et la municipalité d'Oradour. Ensemble, ils mettent en place un équipement d'interprétation et un lieu pédagogique dédié à la réflexion sur la paix et la mémoire universelle. Aujourd'hui, Oradour-sur-Glane reste un lieu de mémoire incontournable. Chaque année, la commémoration du 10 juin rassemble les survivants, leurs familles, ainsi que des personnalités publiques. Le 10 juin 2008, un moment symbolique a eu lieu lorsque Jean-Marie Bockel, ministre alsacien, préside pour la première fois cette cérémonie. Le Centre de la mémoire, créé en 1999, permet de mieux comprendre l'histoire du massacre et d'accéder aux ruines du village martyr. Ce centre présente une exposition permanente, analysant les événements avec un regard à la fois historique et humaniste. Transmettre, c'est préserver la mémoire. Pour Robert Ebras, rescapé, sensibiliser les enfants, c'est graver cette histoire dans leur conscience. Le documentaire Oradour, Les passeurs de mémoire, de Patrick Serrodi, prolonge cet engagement,
porté par l'association des familles des martyrs d'Oradour-sur-Glane pour que jamais le silence ne s'installe. Il n'en demeure pas moins que la lutte pour la mémoire demeure vive, entre réconciliation et division persistante, notamment concernant le rôle des Alsaciens dans ce drame. C'est vrai. D'ailleurs, Robert Ebras, survivant d'Oradour-sur-Glane, a écrit dans son livre Oradour-sur-Glane, le drame heure par heure, que certains Alsaciens étaient soi-disant enrôlés de force dans les SS. Ce soi-disant a choqué l'association des évadés et des incorporés de force, qui voyait une remise en cause de la contrainte sur les Alsaciens. Après modification du texte, la première version est ressortie en 2008, avec le soi-disant à nouveau. D'ailleurs, la dite association a immédiatement réagi en attaquant en référé pour stopper la publication du livre. En première instance, leur demande est rejetée, mais l'association a persisté et a fait appel. En appel, la justice a condamné Robert Ebras, estimant qu'il a abusé de sa liberté d'expression en remettant en cause une vérité historiquement et judiciairement établie. Mais contre toute attente, la Cour de cassation a refusé de trancher, laissant la question de la mémoire et des faits historiques en suspens. Il y a aussi eu le film documentaire Das Reich, une division SS en France, de Michael Prazan sorti en 2015. Il a suscité une polémique en avançant le chiffre de 6000 Alsaciens enrôlés de force dans la division Das Reich. Cette affirmation a provoqué un scandale en Alsace. René Gall, président de l'association des évadés et incorporés de force du Bas-Rhin, a rapidement réagi. Dès qu'on a entendu ça, on a tout de suite porté réclamation. Jean-Laurent Vonneau a dénoncé une erreur. Il n'y a jamais eu 6000 Alsaciens, tout au plus 800. Le film donne l'impression que les Alsaciens étaient les seuls responsables. Le réalisateur s'est appuyé sur les travaux de l'historien Christian Ingrao, mais faute de documents, il a proposé une estimation entre 2000 et 6000 Alsaciens incorporés de force. En effet, l'association a attaqué le film, mais la justice l'a débouté en référé, en appel, puis a rejeté son pourvoi en cassation, la Cour refusant de trancher. Le nombre exact reste incertain, alimentant la division et les tensions entre mémoires. La bataille pour la vérité historique et le respect de toutes les mémoires continuent. Le cas d'Oradour et l'amnistie des Alsaciens incorporés de force illustrent les tensions profondes qui ont traversé la France d'après-guerre. Entre justice et réconciliation, entre mémoire et oubli, entre douleur et unité nationale. Mais la France n'est pas le seul pays à avoir été confronté à ce dilemme. L'Espagne a connu une situation similaire avec la loi d'amnistie de 1977, adoptée pour tourner la page de la dictature franquiste. Après la mort de Franco en 1975, l'Espagne entre dans une transition démocratique délicate. Pour éviter les divisions et garantir une transition pacifique, les autorités adoptent ce que l'on appelle le pacte de l'oubli, une volonté politique de ne pas rouvrir les blessures du passé. La loi d'amnistie de 1977, censée effacer les condamnations politiques sous Franco, va bien au-delà. Elle protège également les auteurs des crimes commis sous la dictature. Contrairement au cas français, où l'amnistie concernait des soldats enrôlés de force, ici, ce sont les responsables de la répression franquiste qui bénéficient de cette impunité. Ce n'est qu'avec la loi de 2007 sur la mémoire historique que l'Espagne a commencé à reconnaître officiellement ses victimes. Mais cette loi restait limitée. Elle commémorait les victimes du franquisme sans condamner ses responsables. En 2022, une nouvelle étape est franchie avec la loi de mémoire démocratique. Elle va plus loin en reconnaissant davantage de victimes et en condamnant officiellement le régime franquiste. Pourtant, elle ne revient pas sur la loi d'amnistie de 1977, ce qui continue de poser la question de l'impunité. Ainsi, que ce soit en France après la Seconde Guerre mondiale ou en Espagne après le franquisme, ces lois d'amnistie ont montré leurs limites. En cherchant à apaiser les tensions et à favoriser la réconciliation, elles ont souvent laissé les victimes dans l'ombre en attente de justice et de reconnaissance. Ainsi s'achève cet épisode et avec lui, notre podcast entier sur le procès d'Oradour-sur-Glane. Des voix se sont croisées, des récits se sont heurtés, mais une chose demeure, le devoir de se souvenir. Nous espérons vous avoir permis de mieux comprendre ce procès et les enjeux juridiques qui l'entourent. Si ce podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles explorations d'archives. Merci à Amélie Quentin, Charline Pichard, Juliette Igouninck, Noémie Coronas et Pauline Bernadet pour les recherches et la rédaction du script de cet épisode.
Merci à Anna Gauvin et Zoé Delpierre pour le montage de ce podcast. Vous avez aujourd'hui entendu les voix de toute l'équipe du podcast.